L'échiquier international, bienvenue à vous. Les hommes aiment célébrer ou commémorer les dates importantes, car commémorer, bien entendu, dans son sens premier, c'est se souvenir ensemble. Il s'agit donc de dates qui concernent le passé, le présent, le futur et ce que l'on doit à nos pères. Vivre, c'est une dette envers les anciens et tenter d'être à la hauteur de leurs sacrifices contre parfois les faisans ou les manipulateurs. C'est vrai pour le 8 mai 1945 et le massacre de 45 000 Algériens en l'espace d'une seule journée à Guelmah, Kharrata et Sétif, mais c'est aussi vrai ailleurs, comme les célébrations du 80e anniversaire de la grande victoire patriotique russe contre l'Allemagne nazie, célébration sur la place rouge dont on va parler aujourd'hui, car voyez-vous, à l'endroit de la Russie, l'OTAN ne se contente plus de sanctions d'armes envoyées, elle attaque la mémoire. La réécriture du rôle soviétique durant la Seconde Guerre mondiale n'est pas un accident, mais une stratégie en glorifiant les collaborateurs nazis comme Stéphane Bandera, qui est en même temps la figure de proue du nationalisme ukrainien, et en effaçant les 27 millions de morts russes, le camp atlantiste construit un récit de légitimation idéologique au service d'intérêts géopolitiques actuels. La bataille de la mémoire est devenue centrale. En niant Stalingrad, c'est donner un blanc-seing à Kiev et son régime. A tout de suite pour en parler. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Karine Béché-Golovko, politologue et enseignante à Moscou. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci pour votre invitation. Toujours un plaisir. Alors avant de rentrer dans le fond, Karine Béché-Golovko, commençons par les commémorations elles-mêmes. Il y a 80 ans, la grande victoire patriotique contre l'Allemagne nazie. Berlin est libéré par les généraux russes Kouniev et surtout Zhukov. On a en mémoire l'un des clichés les plus célèbres de l'histoire, pris le 2 mai 1945 lorsque le drapeau soviétique est apposé sur le Reichstag, scellant le sort définitivement du régime nazi. Mais pour en arriver là, il a fallu tant et tant de sacrifices, et c'est à eux qu'on a rendu hommage hier sur la place rouge. Alors racontez-nous un peu les festivités, vous qui êtes à Moscou. Effectivement, cette année, les festivités furent particulièrement solennelles et particulièrement importantes pour différentes raisons. Tout d'abord, parce que comme vous l'avez souligné, c'est une date anniversaire, 80 ans. C'est donc quand même tout un pan de l'histoire qui est passé, l'histoire qui a évolué, la situation qui a beaucoup changé. Et cette importance de garder à travers les époques, à travers les générations, la mémoire de l'histoire, la mémoire du passé, puisque c'est effectivement le socle sur lequel toute société, toute civilisation va pouvoir s'appuyer pour construire, pour aller de l'avant. Mais c'était également particulièrement important puisque nous sommes dans un contexte géopolitique particulièrement conflictuelle. Nous sommes dans le cadre d'une guerre chaude qui dure déjà depuis quelques années, même si elle a commencé bien avant, sous différentes formes. Et il y avait des menaces directes proférées par les atlantistes, par les élites atlantistes, et directement, on se souviendra des menaces proférées par la présidente de la Commission européenne à l'encontre des dirigeants qui voudraient venir le 9 mai à Moscou, mais également par l'intermédiaire de Zelensky qui a directement menacé d'actes terroristes en rappelant qu'il n'y aurait aucune sécurité pour les délégations internationales étrangères qui voudraient participer le 9 mai. Or, tout s'est très bien passé. Il y a eu 29 délégations étrangères sur la place rouge au moment des célébrations elles-mêmes. Dans plusieurs villes du pays, le régiment immortel a pu être organisé. Rien qu'à Saint-Pétersbourg, on a compté plus d'1,1 million personnes. Donc, c'est vraiment une très belle fête de la mémoire, puisque 25-27 millions de morts pour l'Union soviétique, ça veut dire que chaque famille a été touchée. Donc, chaque famille a besoin d'honorer la mémoire de ses ancêtres. Et cette année, heureusement, cela a pu être fait. C'est pour la Russie une belle victoire diplomatique, une belle victoire politique, mais aussi une belle victoire humaine.
Alors, commémoration de la victoire sur l'Allemagne nazie, vous l'avez dit, c'est une victoire diplomatique et il n'y a qu'à voir les invités qui ont été conviés, bien entendu. Il y a eu Xi Jinping, le président chinois, qui a répondu présent. Il y a le Brésilien Lula da Silva qui était là également, Nicolas Maduro, le Cubain Miquel Diaz-Canel, qui ont représenté l'Amérique latine, bien entendu, mais c'est pas fini. La liste est loin d'être exhaustive. Chez les Africains, il y a eu des dirigeants du Burkina Faso, du Zimbabwe, du Congo, de l'Éthiopie, de la Guinée équatoriale qui ont fait le déplacement. Il y a également le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le Palestinien Mahmoud Abbas. Vous l'avez dit, hein, c'est une victoire également diplomatique. Poutine est loin d'être marginalisé comme on l'entend si souvent dans les médias occidentaux. Cette marginalisation ou soi-disant l'isolement de la Russie, c'est effectivement la propagande de guerre, c'est tout. C'est un discours qui a été posé dès le départ parce que c'est un discours qui est nécessaire aux atlantistes pour essayer de faire comprendre, ou en tout cas de faire croire plutôt, que la Russie est seule puisqu'elle est dans le clan du mal, et donc tous les gens qui sont dans le clan du bien ne peuvent être que contre la Russie. C'est un discours qui est quand même particulièrement infantile, qui est extrêmement binaire, et qui n'a pas réussi à convaincre, à mon avis, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que, en tant que telles, les élites atlantistes qui portent ce discours en Occident sont de plus en plus controversées, de moins en moins populaires, et sans recours à la force ont du mal à maintenir leur pouvoir. Par ailleurs, ce discours est tellement éloigné de la réalité qu'il a quand même beaucoup de mal à convaincre. Il reste une mémoire vivante dans l'espace post-soviétique, puisque rappelons quand même que tous ces pays également de l'espace post-soviétique étaient présents quasiment tous lors des célébrations du 9 mai, et c'est bien ce monde russe qui est vivant, qui célèbre le 9 mai et pas le 8 mai. Et le 9 mai, c'est justement cette date extrêmement symbolique qui est un des éléments de la nation, de constitution de la nation. Et comme vous l'avez rappelé, les symboles sont extrêmement importants. Le 9 mai est justement pour le monde russe le symbole de cette histoire commune, de cet espace civilisationnel commun, mais également du fait que pendant des siècles, il constituait un seul État. Donc, c'est ça aussi qui dérange exactement en Occident, et c'est pour ça qu'il y a eu tant d'agressivité, tant d'hystérie autour de ces célébrations. Il y a même des Européens qui ont fait le déplacement, comme le Premier ministre serbe ou le Premier ministre slovaque Robert Fico qui était là, malgré les avertissements de Bruxelles. Ils ont eu plus que des avertissements parce que rappelons quand même que ces deux personnes sont subitement tombées malades, l'un dans son pays, l'autre lors d'un déplacement aux États-Unis, au même moment, quelques jours avant de venir se déplacer à Moscou pour les célébrations du 9 mai. Donc la question se pose de savoir dans quelle mesure les avertissements se sont arrêtés à des menaces verbales ou n'y aurait-il pas eu des menaces beaucoup plus concrètes, puisque rappelons-nous quand même qu'à l'égard du Premier ministre slovaque, il y a déjà eu une tentative d'assassinat. Et on en revient à ce que l'on disait, c'est le problème de ce régime actuellement atlantiste qui devient un régime de plus en plus totalitaire et qui ne peut se maintenir que par la force, la répression et en faisant peur, en fait. Et en parallèle, on a un autre style de célébration, Macron-Emmanuel qui a défilé bien seul sur les Champs-Élysées. Oui, il n'y avait pas foule. Que surtout, ce qui retient l'attention, c'est que la veille des commémorations de la victoire sur l'Allemagne nazie, le président français a reçu le nouveau chef par intérim de l'État syrien, Ahmed al-Shara, en plein massacre d'Alaouites et des Druzes et des chrétiens d'Orient. On se souvient aussi que le 11 novembre 2018, lors des commémorations du centenaire de la victoire, le président français avait mis à l'honneur le président kosovar Hashim Thaçi, aujourd'hui inculpé à La Haye depuis 2000, je crois 2012, par la CPI pour crimes de guerre. Carla Del Ponte, l'ancienne procureure du tribunal pour l'ex-Yougoslavie, parle de Thaçi comme étant un criminel de guerre et surtout de trafiquant d'organes. On le voit, Karine Béché-Golovko, la cellule diplomatique de l'Élysée n'est pas toujours bien inspirée.
Elle n'est pas très bien inspirée, en revanche, elle est très claire. Malheureusement, parce que nous voyons bien que la France, comme d'autres pays, comme les autres pays européens, mais la France est un des élèves particulièrement brillants de cette école atlantiste, suit effectivement la ligne des globalistes. Et peu importe en fait la réalité historique, peu importe l'histoire, les élites françaises gouvernantes, que ce soit Macron, mais malheureusement ce n'est pas le seul, puisque les quelques présidents qui l'ont précédé n'ont pas fait beaucoup mieux dans le genre, au contraire, ils ont quand même bien préparé le terrain, et ont cette tendance à réécrire l'histoire ou à l'effacer lorsqu'ils ne peuvent pas l'écrire. En ce qui concerne la France, on voit justement cette volonté d'effacement de la mémoire, et il est dommage de voir quand même le président seul sur les Champs-Élysées pour la commémoration, puisque c'est quand même la commémoration de notre histoire, et c'est le peuple qui devrait être là et debout. Donc il y a cette volonté aussi, en quelque sorte presque d'écœurer les gens, de les fatiguer pour qu'ils n'aient pas envie de célébrer cela. L'autre aspect, c'est effectivement ces choix de personnalité plus que douteux et les choix des moments de présence, puisque vous avez rappelé effectivement l'invitation d'un terroriste notoire qui est certes arrivé au pouvoir, mais de manière sanglante et anticonstitutionnelle, et ce qui ne change rien à ces lignes de toute façon terroristes en Syrie. Et en revanche, derrière, Macron, accompagné du Premier ministre britannique et du chancelier allemand, s'est déplacé en Ukraine, et pas simplement en Ukraine, mais à Lvov, qui est quand même le cœur de ces mouvements néo-nazis et nazis à l'époque en Ukraine. Cette Ukraine de l'Ouest. Et c'est là où justement ces personnes ont décidé de présenter un ultimatum à la Russie le 9 mai, où celle-ci est censée devoir capituler, c'est-à-dire accepter un cessez-le-feu immédiat, geler le conflit, sans aucune condition, sans aucune garantie, alors qu'elle a l'avantage sur le terrain. Rappelons quand même que Trump a donné son accord. Donc, il y a ici tout un symbole, et l'on voit que ce combat continue, que ce combat qui a eu lieu à l'époque, c'est un combat qui reste un combat pour le droit des peuples à exister, pour le droit des peuples à avoir leur culture, à défendre leur langue, à défendre leur droit d'exister, à défendre la valeur humaine en tant qu'humaine. Et c'est à nouveau ce combat qui est mené aujourd'hui par la Russie. Espérons que les autres peuples comprendront que la Russie ne se bat pas que pour son intérêt national, elle se bat pour le fait que chaque pays a le droit d'avoir un intérêt national. Et c'est en ce sens, il me semble, que d'autres pays devraient la soutenir de manière beaucoup plus active. Ça nous renvoie justement au sacrifice des 27 millions de Russes contre l'invasion nazie, cette volonté de continuer à exister et de disposer de son territoire et de son identité. Alors, Karine Béché-Golovko, revenons à cette réécriture de l'histoire. Les pays occidentaux, on l'a dit, surtout otaniens, occultent depuis pas mal d'années le rôle déterminant de la Russie dans la victoire du nazisme et à magnifier le rôle des Occidentaux. Bon, Hollywood est passé par là. Cela n'a pas toujours été le cas pour la population française, puisque je le vois dans les années 60-70, les instituts de sondage, quand on posait la question à la population, quelle est selon vous la nation qui aurait contribué à la défaite de l'Allemagne nazie, alors dans les années 60 et 70, on répondait à peu près entre 57% et 60%, l'URSS. Mais au fil du temps, la réponse semble évoluer jusqu'à inverser complètement les choses. Pardon. C'est un exemple de la propagande médiatique occidentale. On parle beaucoup de la propagande russe, mais très peu ou pas assez de la propagande médiatique otanienne qui existe. C'est même beaucoup plus que de la propagande, hein. C'est vraiment un conditionnement des esprits et des espaces, hein. C'est une question de maîtrise de l'espace, en ce sens c'est plus de la propagande. Oui, c'est un des instruments, c'est une manière de gouverner. Et effectivement, comment en sommes-nous arrivés là?
Jusqu'à la chute de l'Union soviétique, les États-Unis et les élites atlantistes ont petit à petit pris le pouvoir à l'Ouest. Donc, on a vu cette évolution de l'opinion publique à l'Ouest. Avec le temps, plus le temps s'espaçait, moins il y avait de témoins directs, plus il y avait un retravail à la fois effectivement du cinéma, mais aussi et beaucoup des cours d'histoire, des programmes d'histoire à l'école, un appauvrissement du discours culturel, médiatique, un changement assez radical du discours politique, et petit à petit, nous en sommes arrivés au fait qu'il n'y avait plus les Alliés, mais il y avait les États-Unis et quelques pays qui accessoirement les ont un petit peu aidés de temps en temps en parallèle. Avec la chute de l'Union soviétique, il y a eu une tentative de renverser ce discours également à l'Est. C'est passé à la fois grâce, entre guillemets, grâce du point de vue atlantiste à l'éclatement de l'Union soviétique, par le fait que les élites dirigeantes ont été remplacées dans les pays de l'espace post-soviétique par des élites atlantistes. Il y a eu donc une reprise en main du programme d'histoire. Il n'a pas été possible en 30 ans d'aller aussi vite que ce qui a été fait en Occident, mais il y a une déstructuration des programmes d'histoire, ce qui fait qu'il est extrêmement difficile en fait d'avoir une vision cohérente et politiquement posée de la situation, même en Russie. Or, et on voit justement quand il y a des interviews dans la rue des jeunes, même les jeunes connaissent de moins en moins cette période de l'histoire qui est quand même fondamentale pour le pays. Donc il y a déjà eu ce travail de fond qui a été fait avec les sociétés, avec l'école. Par ailleurs, dans certains pays qui étaient beaucoup plus propices à cela, je pense notamment aux pays baltes, je pense à l'Ukraine actuellement. Dans les pays baltes, par exemple, il y a eu à l'inverse carrément une revalorisation des groupes nazis qui travaillaient sur place, qui étaient ressortissants locaux et qui combattaient avec l'armée allemande. Comme Stéphane Bandera. Cela, comme en Ukraine, ça a été en fait, entre guillemets, validé par le fait que soi-disant, ils luttaient contre le communisme. En fait, ils luttaient contre rien du tout. Ils étaient là simplement pour massacrer les juifs, massacrer effectivement les communistes aussi, mais ils ne prenaient pas part dans les combats militaires. Comme la figure de Stéphane Bandera. Des commandos d'extermination. Alors, je parlais de Stéphane Bandera parce que vous parliez de certaines figures ukrainiennes qui ont été revalorisées à l'aune de l'actualité. Mais Karine Béchegolovko, je voulais parler avec vous d'un autre sujet. On accuse la Russie d'ingérence. Alors, on l'a accusé de s'être mêlé des élections présidentielles américaines, des élections roumaines en ce moment, en Serbie ou ailleurs, que sais-je. Mais il y a une ingérence dont on ne parle pas beaucoup ou qu'on feint de ne pas trop triturer. On laisse la parole au petit-fils du général de Gaulle qui l'évoque et on revient juste après. Une petite parenthèse sur l'ingérence russe. Eh bien, ça me fait sourire quand on parle d'ingérence russe parce que ça arrange nos élites politiques. Surtout, ça évite le dialogue, ça évite la vraie discussion et ça évite de dire la vérité aux Français. Tous nos hommes politiques, ou la plupart, ont participé au programme Young Leaders of the World, jeunes leaders du monde, donc qui est parrainé par la CIA. C'est le cas de François Hollande, c'est le cas de Nicolas Sarkozy, c'est le cas de la plupart de nos ministres. Et c'est le cas, je crois, de notre dirigeant actuel. Tout ça est vérifiable puisque les lauréats, en fait, sont disponibles sur le site de la French American Foundation. Donc tout ça est parfaitement transparent. Et quand je vois certains responsables, ministres européens ou ministres des Affaires étrangères ou vice-ministres au sein de l'Europe, dire que la Russie a une ingérence, eh bien, certains, que je ne vais pas nommer, mais vous saurez de qui je parle, ont été employés par des fondations américaines pendant des années. Voilà, des propos signés du petit-fils du général de Gaulle, Pierre de Gaulle, qui évoquait les problématiques des ingérences étrangères en France. Karine Béchegolovko, un commentaire. Il est effectivement symptomatique de n'entendre parler que des ingérences de la Russie et de ne pas entendre parler des autres ingérences. Pourtant, on se souviendra quand même
de certains rapports qui avaient été faits il y a quelques années de cela par l'Assemblée nationale française et qui parlaient de l'ingérence américaine au niveau notamment de la politique intérieure française, surtout dans le secteur de l'économie et des finances. On se rappellera aussi des pointages de l'ingérence américaine toujours avec l'utilisation des cabinets de conseil comme les cabinets McKinsey qui dictent littéralement la politique intérieure française. Surtout, cela a été pointé lors de la crise covidienne. Même L'on l'affaire parle des écoutes, Karine Béché-Golovko, il y a eu la fameuse affaire des aussi, écoutes de voilà, la et encore NSA. avant, oui, tout à fait, l'affaire la NSA avec les écoutes des pays alliés. Donc, il y a à la fois effectivement une surveillance, mais une direction des politiques intérieures des pays européens, atlantistes en général, on va dire, pour la simple et bonne raison que ces pays font partie d'un seul monde, qui est le bloc atlantiste. Donc, ce bloc atlantiste a un centre de pouvoir qui n'est évidemment ni à Paris, ni à Bruxelles, ni à Londres, ni à Berlin, et qui gère ce territoire en permettant l'arrivée sur place d'élites qui soient conformes. Or, si ce processus jusqu'à présent se passait de manière assez discrète, il y a eu plusieurs bugs dont on vient de parler, mais il y a maintenant aussi des situations beaucoup plus difficiles pour eux puisqu'ils commencent à avoir des difficultés à mettre en place les élites dont ils ont besoin. Et on a vu ça par exemple en Moldavie où ça a été quand même difficile à faire passer, en Roumanie où ça bloque quand même vraiment. Donc, il y a ici une ingérence qui est directe, qui elle est réelle, qui elle est prouvée, à la différence des accusations faites à la Russie. La Russie fait du soft power, c'est normal, c'est un acteur international. Donc effectivement, elle transmet un certain discours. Il y a des gens dans d'autres pays qui sont beaucoup plus d'accord avec le discours produit par la Russie que par le discours produit par les instances atlantistes. Pour la simple et bonne raison que c'est un discours qui est beaucoup plus rationnel, c'est un discours qui est beaucoup plus normal, c'est un discours qui est beaucoup plus humain. Donc, effectivement, c'est un discours qui convainc. Le problème pour ces élites atlantistes, c'est qu'ils ne peuvent pas reconnaître que le discours russe convainc pas parce que la Russie menace, achète des structures en France, en Allemagne, aux États-Unis pour l'aider. Simplement, ils ne peuvent pas se remettre en cause. S'ils reconnaissaient simplement que la Russie convainc parce qu'elle a raison, ça voudrait dire qu'ils ont tort. Ça, évidemment, ils ne peuvent pas le reconnaître. Alors Karine Béché-Golovko, il nous reste moins de 3 minutes. Dernière question, pendant les célébrations du 9 mai, le front ukrainien est en feu. Zelensky, dans une situation particulière, on dit que s'il fait des concessions, les nationalistes et les extrémistes risquent de l'éliminer. S'il ne fait pas de concessions, c'est son armée qui risque d'être avalée par l'armée russe. Tandis que pour Moscou et Poutine, le régime de Kiev, épaulé par l'OTAN, est un facteur de grand risque. Comment trouver donc un point de jonction pour la paix, tout simplement? Ou est-ce que le désaccord, selon vous, doit trouver une issue sur le champ de bataille? Une victoire, d'abord, ça se gagne sur le champ de bataille. Ensuite, lorsque l'ennemi est militairement épuisé, à ce moment-là, on peut négocier. Parce que derrière, il faut effectivement arriver à un cadre politique. Et le cadre politique est déterminé par les vainqueurs. Mais tout d'abord, il faut être vainqueur. Donc pour l'instant, la Russie n'a pas gagné. Elle ne perd pas, elle avance, mais elle n'a pas gagné sur le champ de bataille. Or, elle commence un petit peu tôt les négociations. Et il serait bon, dans ce cas-là, de comprendre que Trump n'est pas un arbitre. Trump est une partie essentielle de ce conflit. Donc, à partir de là, remettre les choses à plat serait déjà la première chose importante. Sortir des illusions du fait que tout est négocié et tout est négociable et revenir aux leçons de l'histoire. L'URSS a pu exister et a été reconnue en tant que telle parce qu'elle a réussi à s'imposer tout d'abord militairement de façon incontestable et ensuite elle a pu s'imposer politiquement et diplomatiquement. Elle n'a jamais cherché à négocier réellement pour qu'on la reconnaisse, pour qu'on l'accepte. Elle s'est imposée. Et malheureusement, en politique et en géopolitique, c'est le seul moyen pour un pays d'exister s'il veut être une puissance internationale. Madame Karine Béché-Golovko, rapidement, comment est vécu ce conflit à travers la société moscovite? En 2022, le président Poutine a donné énormément d'espoir par son discours.
Les gens sont assez surpris par cette furie de la négociation, par ce Trump tout à coup arbitre. S'il y a effectivement une volonté de paix comme partout, les gens n'ont pas envie d'une paix de défaite, les gens sont fiers de leur pays et ils ont envie d'une paix de victoire. Et ça sera le mot de la fin. Ce soir, nous avons été accompagnés avec plaisir de Karine Béché-Golovko qui est intervenue depuis Moscou. Merci et à bientôt. Merci à vous également, chers téléspectateurs. En vous souhaitant une bonne soirée, je vous dis à demain.